L'adieu du peuple d'Angleterre à sa princesse. La foule était là, recueillie, silencieuse, pour rendre un dernier hommage à Lady Diana. D'abord sur le parcours jusqu'à l'abbaye de Westminster, puis tout au long du trajet qui devait la mener à sa dernière demeure, une petite île sur un lac près de son village d'Althorp. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous allons revenir dans un instant sur ces obsèques simples et émouvantes. Puis nous parlerons des autres titres de l'actualité. L'émotion en Inde après la mort de Mère Teresa, le nouveau massacre en Algérie dans un faubourg de la capitale, le voyage de Jacques Chirac en Mauritanie et la mort d'un grand chef, Georg Scholti. D'abord, ces obsèques exceptionnelles de retenue et de sobriété avec leurs instants d'émotion, comme l'intervention du frère de Diana, ou bien l'interprétation par Elton John de sa célèbre chanson « Candle in the Wind » dont il avait réécrit les paroles pour l'occasion. Goodbye, Rose, may you ever grow in our hearts. You were the grace that placed yourselves where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. On a vu aujourd'hui la famille royale à l'unisson de son peuple, elle qui avait tant tardé à prendre en compte l'immense émotion populaire qu'a suscité la mort de la princesse de Galles. Bruno Ledreff. À cet instant, Londres retint son souffle. Les gardes gallois qui avaient accompagné la dépouille de leur princesse ont pris son cercueil sur leurs épaules et ont pénétré de leurs pas lents dans l'abbaye de Westminster où furent célébrées ses obsèques. Une cérémonie suivie par 1,5 million de spectateurs et, dit-on, plus de 2 milliards de téléspectateurs. Une cérémonie où se mêlait le protocole le plus rigide et la ferveur la plus populaire qui soit. Cercueil recouvert d'un drapeau aux armes royales sur un affût de canon pour le protocole, cris et pleurs de la foule pour une présence populaire jamais vue. Et comme son peuple, la reine, accompagnée d'une partie de la famille royale, est descendue dans la rue pour rendre hommage à la princesse de Galles. Une princesse que la reine avait dépouillée de son titre d'Altesse royale et poussée au divorce l'an dernier. Mais aujourd'hui, la reine s'est inclinée devant elle. Mais aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, la reine a fait mettre le drapeau britannique en berne sur son château de Buckingham. Et le peuple anglais a applaudi. Et le peuple anglais a versé une larme de plus lorsque William et Harry, les enfants de Diana, accompagnés de leur père, se sont joints au cortège. À leur côté, Charles Spencer, le frère de Diana, et le prince Philippe, époux de la reine. Une démarche non prévue au protocole, mais qui pourrait bien marquer le début d'une réconciliation entre les Britanniques et leur monarchie. Devant ces 3 hommes et ces 2 enfants, le cercueil de la princesse de Galles, couvert de fleurs blanches. Et ce bouquet avec ce simple mot, Mummy, maman.
Derrière, 500 représentants d'associations humanitaires auxquelles la princesse de Galles consacrait une partie de son temps. Pendant que le cortège parcourait 5 km à travers Londres, l'abbaye de Westminster accueillait les 1900 invités des familles Spencer et Windsor. La reine-mère, 97 ans, et son petit-fils, Edward. La mère de Lady Diana et sa famille. Monsieur Mohamed Al-Fayed, le père de Dodi. Le Premier ministre britannique, Tony Blair. Et puis des célébrités amies de Diana, les chanteurs Elton John et George Michael, le ténor Luciano Pavarotti. À la demande de la famille de Lady Diana, la télévision britannique qui retransmettait la cérémonie ne réalisa aucun gros plan des diverses personnalités présentes. C'est le frère de Diana qui lui rendit hommage, un hommage en forme de défi à la presse et de critique au protocole royal. Elle parlait sans cesse de fuir l'Angleterre en raison du traitement que lui infligeaient les journaux. Elle n'a jamais compris pourquoi ses authentiques bonnes intentions étaient tournées en dérision par les médias, pourquoi ils semblaient chercher sa perte en permanence. C'est effarant. Ma seule et unique explication est que l'authentique bonté est considérée comme une menace à l'extrémité opposée du spectre moral. Nous respectons pleinement l'héritage dans lequel tes enfants sont nés et nous respecterons toujours leur rôle royal. Nous les y encouragerons. Mais comme toi, nous voulons qu'ils fassent l'expérience des moindres aspects de la vie pour qu'ils s'arment spirituellement et émotionnellement pour les années à venir. Mais à la fin de son hommage, l'émotion est trop forte, la voix de Charles Spencer se brise. Des paroles que les 1900 invités de la cérémonie et les centaines de milliers de personnes qui la suivaient à l'extérieur applaudissent longuement. Le cercueil de la princesse de Galles prend ensuite la direction du village où elle sera enterrée. Et c'est alors que les caméras britanniques nous livrent cette image, le prince Charles et ses 2 fils, cet unique moment d'intimité et de tendresse. Alors Daniel Bilalian, bonsoir. Vous avez assisté ce matin à la cérémonie. On avait presque l'impression d'assister à la naissance d'un mythe, ou en tout cas à quelque chose qui était inimaginable il y a à peine quelques jours. Effectivement, Benoît, bonsoir. Naissance d'un mythe, ça c'est l'histoire qui nous le dira. Mais nous avions vraiment l'impression aujourd'hui, le sentiment d'assister non pas à un événement de l'actualité, mais déjà à un événement historique. Le maître mot de cette journée, tel que nous l'avons ressenti ici, c'est émotion. Émotion jusque dans la famille royale, obligée pratiquement de descendre dans la rue au niveau du peuple anglais, et émotion très réelle de ce peuple anglais qui s'était rendu en masse sur le tracé du cortège pour témoigner de son amour pour Diana. Bien sûr, Diana et le peuple anglais avaient eu quelques anicroches par le passé, on lui reprochait ses fredaines, ses bonnes aventures, mais tout cela était oublié aujourd'hui. Ce qui restait, c'était cette princesse moderne, cette princesse des cœurs, comme l'a appelé le Premier ministre britannique. Émotion bien réelle que nous avons ressortie lorsque nos équipes ont parcouru ce matin, pendant la durée des cérémonies, les différentes allées de Buckingham Palace où s'était réunie la foule. Reportage de Bernard Lebrun, Philippe Deslandes et Jacques Garniche. Après l'océan de fleurs, la marée humaine. Celle justement des porteurs de bouquets qui depuis 8 jours attendent aux marches du palais pour un adieu à leur Diana d'amour. Matinaux, silencieux, ils occupent le parcours. Pour les derniers arrivés, la vue sur la rue, cela donne ça. Mais on l'accepte sans se plaindre, en silence. Certains hésitent, sont perdus ou cherchent sur le plan la meilleure place parmi les 3 kilomètres de la procession. Impressionnant, la nation réunie. Britanniques du Commonwealth, Anglais de la Jamaïque ou des Indes, Asiatiques et musulmans, Écossais ou Anglais, ils sont tous là, ensemble, dans un rare moment d'unanimité. Perchés ou non, quand au loin résonne sur le goudron le pas des chevaux, c'est l'union nationale. On se serre pour immortaliser la scène et saluer avec dignité. C'est alors que tout un pays se fige pour pleurer sa princesse. Civils,
jeunes ou vieux, hommes ou femmes, et policiers. À ce moment, enfin, sur le palais de la Reine, apparaît le drapeau en berne et déclenche une vague d'applaudissements. Parce que cela représente le sentiment de tout le monde aujourd'hui. C'est un geste merveilleux que la Reine a fait. Nous l'apprécions beaucoup. Et puis ces pèlerins réconciliés avec la monarchie vont prendre le chemin d'Hyde Park. Ici, on retransmet sur écran géant la messe à Westminster. Là-bas, dans la cathédrale, ils ne sont que 1900 invités, alors que dans cette église à ciel ouvert, on rejoue Longchamp, le jour du pape, avec une foule beaucoup plus bigarrée, il est vrai, mais qui elle aussi intègre les accidentés de la vie. Londres-Longchamp, on pourrait s'y tromper. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient participer. On voulait montrer notre respect à Diana, et c'est difficile de le faire chez soi, assis devant sa télé, quand on habite Londres. Ça aurait été regrettable de ne pas venir. C'est si triste. Une seule chose a fait se lever comme un seul homme cette foule effondrée de chagrin, lorsque le frère de Diana a condamné la presse à scandale et juré qu'il protégerait Harry et William. Alors, une immense émotion traversa le parc, nourrie d'un espoir que la mort de Diana serve de leçon. Émotion intense donc, la chair de poule à fleur de peau. Comment expliquer, Philippe Arroir, cette vague de ferveur qui a submergé aujourd'hui le Royaume-Uni, qui n'a jamais aussi bien porté son nom? Écoutez, c'est difficile à expliquer. Ce qui est vrai, c'est que certainement parmi ces millions de personnes, il y avait beaucoup de gens que la princesse Diana agaçait de son vivant, de par son côté, disons, superstar, ou bien par sa vie qui était un peu controversée. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que beaucoup de gens admiraient sa liberté, liberté d'élever ses enfants, liberté vis-à-vis de l'establishment, et puis aussi sa croisade contre les malheurs du monde, son engagement sincère envers les plus pauvres. Eh bien, c'est cet aspect que ce soir, les gens retiennent, le plus grand nombre retient cet aspect, c'est-à-dire une femme généreuse et pleine de compassion, même si elle était, comme tout le monde, vulnérable et fragile. Et ce qui est remarquable, c'est que dans cette foule, il y avait non seulement des gens simples, des gens, des démunis peut-être, mais il y avait toutes les classes et toutes les communautés de Grande-Bretagne unies dans le chagrin. Et par sa mort, Diana a réussi à rassembler toute une nation qui a parlé d'une seule voix, qui s'est manifestée grandement. Eh bien, peu nombreuses sont les personnalités qui sont capables aujourd'hui de créer un tel phénomène. Après les cérémonies de ce matin à Londres, le convoi funèbre est parti pour Althorp, à 120 km au nord de la capitale de l'Angleterre. C'est là qu'a été enterrée Diana, princesse de Galles. Tout au long du parcours, des milliers et des milliers de personnes ont lancé des fleurs sur la voiture qui transportait le cercueil. Jacques Cardoz. Le quartier des ministères, l'arche de la garde royale, du silence à la foule, dernier voyage de la princesse de Galles. À l'entrée de l'autoroute, des centaines d'automobilistes stoppent leurs véhicules pour voir passer le cortège. Des lys, des roses, un tapis de fleurs recouvre la Bentley. Témoignage abondant, le véhicule s'arrête, le chauffeur retire quelques bouquets. De Londres à Althorp, 120 km plus loin, des centaines de milliers d'admirateurs ont manifesté leur peine. Désormais, loin des regards, loin de cette foule, la princesse de Galles peut reposer en paix. Dans le petit village d'Althorp, ce n'est pas dans le cimetière ni même dans l'église que va reposer le corps de la princesse de Galles, mais à l'intérieur de la propriété, de l'immense propriété de ses parents, le comte de Spencer, 17e génération du nom. Au milieu du lac que vous voyez sur ces images aériennes, il y a une petite île. C'est là qu'a été déposé le cercueil de Diana. Le petit village d'Althorp attendait cet après-midi sa princesse, sa fille du pays, qui rentrait finalement pour le repos éternel dans cette campagne britannique si tranquille par rapport à la vie qu'elle avait vécue ces dernières années. Valérie Fourniou, Pascal Caron. Les habitants du comté sont arrivés à pied, des 4 points cardinaux, en famille, progressivement.
Ils ont délaissé la retransmission télévisée pour voir le cortège passer de leurs propres yeux, pour saluer une dernière fois l'enfant du pays. Elle revient à la maison, chez nous. J'habite Northampton et personne ne pourra nous l'enlever maintenant. Des mêmes origines qui créent presque des liens. Tout le monde a l'impression de la connaître ici, et on ne réalise pas qu'elle est partie. C'est depuis sa mort qu'on réalise son importance pour nous. Ils ont attendu patiemment, en suivant la progression du cortège à la télévision ou à la radio, en évaluant au fur et à mesure la distance qui les sépare de Diana. Puis, elle est apparue. Le cortège a traversé Harlestone, le premier village avant Altop Hall. Sous les applaudissements, un bref passage du convoi funéraire. Et rares sont ceux qui ont pu cacher leur émotion. C'était la reine de notre cœur et on l'aimait tout simplement. On a dû marcher des kilomètres pour être ici. Et même si cela n'a duré que quelques secondes, cela en valait la peine. J'ai perdu un membre de ma famille. Ils sont partis comme ils sont venus. L'âme peut être un peu moins lourde, maintenant que Diana repose au pays, sur leur terre, où ils n'ont pu que fleurir son passage. Ce que redoutaient avant tout les habitants d'Altorp, un petit village tranquille de 200 âmes à peine, c'était que leur petite ville devienne en fait un parc d'attractions. Ça, c'était leur peur suprême, Valérie Fourniou. Oui, Daniel, les habitants du village de la famille de la princesse de Galles craignent l'afflux des pèlerins et des badauds dans les années à venir, au moins aussi dans les semaines qui viennent. Woodbrington, ce petit village dont vous venez de parler, est aujourd'hui devenu un symbole, comme Altop Hall, où Diana a été enterrée loin des regards cet après-midi, loin de la fureur du monde, et les villageois aimeraient également conserver leur intimité, leur tranquillité. Mais comme ils ne pourront jamais empêcher les gens de venir ici, une stèle ou une plaque à la mémoire de Diana sera installée devant Altop Hall et une fois par an, au jour anniversaire de sa mort, les grilles du château de la famille des Spencer seront ouvertes pour permettre au public de se recueillir sur sa tombe. Merci Valérie. Ce matin, nous vous avons montré les images officielles et officieuses de la cérémonie, cette foule immense massée sur le parcours du cortège officiel. Pendant ce temps-là, il y avait un autre Londres, un Londres déserté, une capitale britannique pratiquement privée de voitures, ce qui est tout de même rare un samedi matin dans un pays où depuis longtemps on a oublié le sacro-saint week-end. Reportage d'Étienne Lénart. D'ordinaire, à 9 h le samedi matin, dans les quartiers commerçants de Londres, les rues sont déjà pleines à craquer. Aujourd'hui, on enterre Diana et toute la ville semble en porter le deuil. Trafalgar Square s'est mise en berne, les pigeons ont déserté et les touristes sont ailleurs. Au quartier général de Scotland Yard, les autorités contrôlent plus d'1 million de personnes, mais cette foule-là est calme, il n'y aura guère d'incident. 11 h. Diana entre à Westminster, les autobus, les trains partout à travers le pays s'arrêtent. Une minute de silence. Dans tous les parcs de Londres, et ils sont très nombreux, des haut-parleurs nous ramènent à la cérémonie. À cet instant, Londres se fige presque dans un émouvant silence et semble se demander pourquoi elle est si triste. C'est une princesse qu'on enterrait et c'est une reine qu'ils ont perdue. Après l'émotion, il faut tirer une conclusion politique avec un peu de recul de cet événement qui a eu lieu aujourd'hui. Étienne Lénart, la presse britannique est d'accord pour dire qu'il y a eu avant la disparition de Diana et qu'il y aura après et que rien ne sera plus comme avant pour la famille royale.
Oui, je crois, Daniel, que les images d'aujourd'hui en sont la preuve. Aucun Britannique n'aurait jamais imaginé voir la reine s'avancer à pied vers la grille de son palais pour s'incliner respectueusement sur le cercueil de son ex-belle-fille. Aucun d'entre eux n'aurait sans doute imaginé voir le prince Charles remonter le Mall, cette immense avenue qu'il n'avait jamais sans doute empruntée qu'en voiture. Et puis il y a eu ces phrases très dures du frère de Diana, Charles Spencer, pendant la cérémonie. Il s'est engagé à continuer l'éducation de ses neveux, William et Harry, à l'image de l'éducation que leur avait donnée sa sœur, imaginative, a-t-il dit, afin que leurs âmes ne soient pas englouties par le devoir et par la tradition. Ces mots sont très durs à l'égard de la famille royale, mais la foule, vous l'avez entendu, les a applaudis, et la reine s'est peut-être dit que la semaine finissait comme elle avait commencé, dans l'incompréhension la plus totale entre sa famille, la famille royale, et le peuple britannique. Alors Charles saura-t-il bousculer ces traditions et cette rigidité? Beaucoup en doutent. Le prince William va-t-il prendre la place de sa mère dans le cœur des Britanniques? Ces questions qui nous paraissent peut-être à nous futiles, les Anglais en attendent des réponses. L'émotion de ces derniers jours l'a prouvé, et c'est peut-être là une victoire tragiquement posthume pour la princesse de Galles. Merci Étienne. Voilà Benoît ce que l'on pouvait dire sur l'actualité de cette journée ici à Londres. Ce soir, la princesse de Galles, Lady Diana, est entrée dans l'histoire sous le titre de princesse des cœurs. Merci Daniel. Je vous le disais en titre, l'autre événement de la journée, c'est l'émotion provoquée en Inde par la mort de Mère Teresa. Le deuil national a été décrété et la foule toute la journée s'est pressée au siège des missionnaires de la Charité à Calcutta. Marc Maisonneuve. Ceux dont elle s'occupait, les plus pauvres d'entre les pauvres, l'avaient surnommée la sainte des bidonvilles. Le dévouement de Mère Teresa à leur égard semblait sans limite, sa mort en a fixé le terme. À 87 ans, la petite sœur albanaise incarnait le symbole de la bonté, et pas seulement pour les catholiques. Je suis vraiment déprimée et j'ai vraiment de la peine à cause de la mort de Mère Teresa. C'était une grande dame. Plus qu'un pays en deuil, c'est le sous-continent indien tout entier qui pendant 2 jours va pleurer. Celle qui nourrissait avec son ordre, les missionnaires de la Charité, 500 000 familles chaque année. Celle qui accueillait 20 000 enfants dans les écoles, celle qui soignait 90 000 lépreux. À l'échelle de l'Inde, une goutte d'eau, disait-elle. Mais elle donnait plus à ceux qui l'ont connue et aux autres. Elle donnait l'espoir. La possibilité qu'on peut changer les choses, qu'on peut apporter à tous les niveaux où nous sommes un peu de justice, un peu d'amour pour faire de ce monde un monde meilleur. Pourtant, elle a aussi affiché des convictions très controversées, encourageant les militants anti-avortement. Moi, je leur dis, n'avortez pas. Je m'occuperai de votre enfant. À l'heure de rendre des comptes, car même les bons catholiques doivent le faire le jour de leur mort, Mère Teresa avait déjà imaginé ce qui allait se passer. Confession sur la télévision du Vatican avec le cardinal Laghi. Quand vous serez devant Saint-Pierre, que vous dira-t-il? Il me reconnaîtra. Saint-Pierre alignera les 50 000 morts que je lui ai envoyés avec le billet d'entrée au paradis. Ce sera magnifique. Sûre d'une vie après la mort, Mère Teresa montre que rien ne compte si ce n'est l'espérance. L'hommage ce soir est unanime. Le pape, dont elle était très proche, a célébré une messe à sa mémoire avant d'adresser un message à l'ordre qu'elle a créé. Les obsèques de Mère Teresa auront lieu le 13 septembre. Sur place, Alain Chabat. Étaient toutes trouvées. Jean-Paul II rendait ce matin visite aux blessés de la vie réunis près de Castel Gandolfo par l'association des volontaires de la souffrance. Oui, l'occasion était toute trouvée pour un hommage à Mère Teresa que le pape avait déjà honoré ce matin par une messe privée. Mère Teresa a marqué l'histoire de notre siècle. Elle a défendu avec courage la vie. Elle a suivi les êtres humains, prônant toujours la dignité et le respect. Pendant ce temps, au cœur de Rome, dans un des quartiers les plus tranquilles et sereins de la capitale, la maison des Sœurs de la Charité vit repliée dans le silence et la prière. Mon sentiment, il n'est pas possible de l'exprimer. Ici, nous ne souhaitons pas faire de publicité. Pour nous, maintenant, il y a la prière et c'est cela l'important. Nous sommes avec notre mère, dans la prière et dans l'espérance. Notre mère n'est pas morte pour nous.
Et déjà ici à Rome, certains parient sur une prompte béatification de la petite sœur des pauvres de Calcutta. Parmi les personnes qui l'ont très bien connue, il y a Jacqueline de Decker. Mère Teresa disait d'elle que c'était son double. Les deux femmes s'étaient rencontrées à Calcutta. Jacqueline de Decker, infirmière, y soignait alors les pauvres. Frédéric Dupuis et Patrick Wurstorm l'ont rencontrée à Anvers, où elle a pris sa retraite. Jacqueline de Decker est infirmière. Depuis 2 ans, elle s'occupe des pauvres à Calcutta. Lorsqu'on lui présente Sœur Teresa, c'était en 1949. On m'a dit: oh, mais tu devrais voir une sœur, elle est sortie de son couvent et elle voudrait commencer le travail comme toi tu fais depuis 2 ans, s'occuper des pauvres, être pauvre, vivre avec les pauvres. Je suis entrée à la chapelle, je l'ai vue de dos. C'est comme ça que je l'ai vue au début, son dos, et elle qui priait. Elle voulait déjà aider les pauvres à sa manière, simplement. Elle a commencé, elle a dit, je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai simplement été dans la rue, et la première chose que j'ai trouvée, c'est un petit enfant qui était dans la rigole, et qui avait l'air de mourir, et je l'ai pris, je l'ai lavé, je l'ai soigné. Très vite, Jacqueline de Decker doit rentrer précipitamment à Anvers pour être soignée, et ne pourra plus aider Mère Teresa. Pourtant, toutes ces années, elle sera présente à ses côtés en prière. Aujourd'hui, celle que Mère Teresa considérait comme une part d'elle-même ne ressent aucune tristesse. Je suis heureuse pour elle. J'ai tout de suite eu comme une joie intérieure de savoir qu'elle était en paradis. C'est une chaîne de plus au paradis, celle-là, il n'y a pas de danger. À 84 ans et malgré la maladie, Jacqueline de Decker continue sa correspondance avec les sœurs de Calcutta, toujours dans la pauvreté, mais riche de ses souvenirs. Une autre personne l'a bien connue, c'est Sœur Emmanuelle. Elle l'avait rencontrée au Caire quand elle s'occupait de ses chiffonniers. Olivier Théron est allé lui rendre visite dans le Var. Elle évoque le souvenir de Mère Teresa, mais vous allez le voir, elle le fait au présent. Vraiment, je l'ai beaucoup écoutée, je l'ai regardée, et j'ai senti que dans cette femme, il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre. C'est-à-dire que elle transpire, comment expliquer, la force. Elle est fragile, et ce jour-là, elle était aussi fatiguée, elle était vraiment fragile. Mais je ne sais pas comment expliquer, à travers ce corps qui était déjà assez usé, eh bien, il y avait quelque chose qui émanait. Et on avait envie, en la regardant, de se dire, je dois travailler davantage pour les autres. Cette femme s'est donnée corps et âme, je dois moi aussi aller jusqu'au bout. On peut toujours aller plus loin dans l'amour. Donc le message, moi, qu'elle m'a donné, et j'ai bien vu d'autres qui l'ont ressenti de la même manière, c'est va plus loin, va au-delà, fatigue-toi encore un peu plus, combat encore davantage. De sorte que je peux dire que chaque fois que je pensais à elle, c'était dans les moments où justement, il y a des moments où on se dit, ouf, est-ce que je ne vais pas pouvoir m'arrêter? Non, tu ne t'arrêteras pas, non, tu vas t'acharner, non, tu dois sauver ces enfants à travers le monde. Et c'est ça. Je crois qu'elle, c'est un détonateur de force et un détonateur d'amour et un détonateur de joie. Elle veut toujours de la joie. J'ai été très frappée de ça. Amour, force et joie. Et puis naturellement, les radiations de l'amour du Christ dans l'homme. Ça vaut la peine de vivre et de mourir. C'était Sœur Emmanuelle. Un nouveau massacre en Algérie, 40 à 80 villageois ont été tués dans le village de Beni Messous, à seulement 10 km d'Alger. Selon les autorités, les meurtriers des islamistes présumés se seraient cachés dans les bois environnants avant d'attaquer le village en pleine nuit. La plupart des victimes ont été égorgées. Il y aurait de nombreux blessés. Nous n'avons pour l'instant aucune image sur ce nouveau drame qui intervient alors que des accrochages se seraient produits entre les forces de sécurité et des islamistes de la région de Blida, faisant une trentaine de morts. La visite de Jacques Chirac en Mauritanie, le président français s'est rendu dans le désert mauritanien aujourd'hui pour y annoncer une aide française sur l'alimentation en eau des quartiers défavorisés de la capitale, Nouakchott. Sur place, Véronique Saint-Olive et Jean Cornu. Dans la chaleur torride, des chants et des cris de joie. Ils sont venus par milliers du désert. Dans ce pays, parmi les plus pauvres du monde, l'enthousiasme, c'est le plus beau des cadeaux pour honorer son hôte. Jacques Chirac avait promis il y a des années qu'il viendrait. La Mauritanie l'accueille avec ses milliers de chameaux et tout le folklore de l'amitié.
Ici, le président de la République est venu affirmer que la France ne jouera plus les gendarmes en Afrique. C'est un nouveau partenariat qui s'organise autour d'aides concrètes au développement économique. Un discours que Pierre Messmer, ancien Premier ministre, ancien gouverneur de Mauritanie, approuve. Il s'agit en fait de parvenir à créer ensemble une chaîne de solidarité, de connaissances mutuelles, d'ambitions partagées. Défi qui consiste à ne pas accepter, ni dans nos nations, ni à l'échelle de la planète, de citoyens ou de pays qui soient marginalisés par l'histoire. Jacques Chirac a confirmé ici l'adaptation de la politique africaine de la France que les socialistes souhaitaient également. La France continuera de soutenir et d'accompagner le développement économique de ce continent, mais le temps de l'ingérence militaire est terminé, c'est une page qui tourne. L'actualité politique en France, ce sont les journées parlementaires de l'UDF à Port d'Albert dans les Landes et la position très offensive de François Léotard qui s'interroge sur les capacités d'homme d'État de Lionel Jospin. Le reportage de Jean-Baptiste Prédaly et Bernie Mériot. François Léotard et François Bayrou sont d'accord sur une chose, ils sont dans l'opposition. Alors aujourd'hui, ils en ont tiré les premières conclusions devant les parlementaires de l'UDF. Je ne voudrais pas que nous soyons le parti des mines embarrassées, grises, des mélancolies. Il ne s'agit pas seulement de faire bonne figure. À l'UDF, on a évoqué les raisons de la défaite aux dernières législatives, mais entre soi, en aparté. En public, la stratégie de la rentrée est simple, fait feu sur le gouvernement. Et je suis, pour ma part, très sceptique sur les capacités de M. Jospin à être véritablement un homme d'État, c'est-à-dire faisant passer avant ses propres intérêts partisans l'intérêt de la communauté nationale. Et je dirais que depuis 3 mois, d'une certaine manière, nos pires inquiétudes sont en train de se réaliser. De l'affaire Air France au plan Aubry, le ton est à la critique. L'avantage, c'est de ne pas parler des équilibres internes à l'UDF, toujours délicats. François Léotard et François Bayrou ont préféré afficher leur entente et leur propre projet. D'ailleurs, pas une fois, ils n'ont cité Jacques Chirac. En Corse, la trêve semble terminée. Un commando de 5 hommes cagoulés a attaqué une gendarmerie au sud d'Ajaccio. Les 2 gendarmes qui s'y trouvaient ont été pris en otage et neutralisés le temps de faire sauter la gendarmerie. L'attentat a été revendiqué par le FLNC qui s'attribue également l'explosion qui a endommagé jeudi les bâtiments de l'ENA, l'école nationale d'administration à Strasbourg, qui est d'ailleurs maintenant placée sous surveillance. Et puis en Espagne, l'ETA vient peut-être de commettre son premier assassinat depuis la mort du conseiller municipal Miguel Ángel Blanco. L'ETA a tué un policier près de Bilbao en plaçant une bombe sous sa voiture. Le sport maintenant avec d'abord la très belle entrée en matière de l'aviron français au championnat du monde. 3 bateaux en finale et 3 médailles, dont une d'or pour le 200 barreurs. Les épreuves ont lieu à Aiguebelette en Savoie. Yann Lavoie. Les copains d'abord sur la Grand Mare des Canards, c'est toute l'équipe de France qui se met à l'eau pour féliciter Jean-Christophe Rolland et Michel Andrieux. C'est aux 1500 mètres que les 2 Français ont fourni leur effort pour terminer avec 4 secondes d'avance sur leurs poursuivants. Un titre mondial, c'est la consécration pour cette paire médaillée de bronze à Atlanta, qui s'est formée il y a déjà 6 ans et dont on annonçait la prochaine séparation. Après cette médaille d'or, ce 200 barreur pourrait prolonger jusqu'à Sydney. Dans leur sillage, ils ont emmené le 400 barreur tricolore. Moncelet, Vectin, Bosquet et Fauché ont empoché la médaille d'argent loin derrière, c'est vrai, les Anglais, qui portaient aujourd'hui un crêpe noir en hommage à la princesse Diana. Leur capitaine emblématique, Grete Greve, a ainsi obtenu son 6e titre mondial. Enfin, il y a la grenobloise Bénédicte Luzuy, quasiment à domicile sur ce lac d'Aiguebelette, qui a obtenu la médaille d'argent du skiff poids léger. Des bras tricolores levés sur un podium, on pourrait y prendre goût. 6 bateaux seront en finale demain. Le dernier représentant d'une lignée de très grands chefs d'orchestre, Sir Georg Scholti, est mort hier à Antibes. Il avait 84 ans. Georg Scholti était né à Budapest, mais la guerre l'avait amené à quitter son pays. On l'écoute ici diriger l'Orchestre Philharmonique de Chicago dans un extrait d'Othello de Verdi.
Voilà, c'est presque la fin de ce journal. Dans un instant, la météo de Nathalie Riouet. Le dernier journal, ce sera vers 0h15, Florence Duprat. N'oubliez pas demain la reprise de Polémique, l'émission de Michel Cotta, qui reviendra sur les obsèques de Lady Diana et sur le débat de la rentrée en France sur les privatisations. Je vous retrouverai demain à 13h. Bonne soirée sur France 2. Goodbye, rose. May you ever grow in our hearts. You were the greatest place to set where lives were torn apart. Goodbye, this road from a country lost without your soul, who missed the wings of your compassion more than you will ever know. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before legend ever will. Moi, quand j'étais petite, j'adorais les films de gladiateurs. Et ça inquiétait d'ailleurs un petit peu mes parents. Bon, là, normalement, il devait y avoir de la boxe, mais ils ont mis Michel Boujna. Ça m'arrange plutôt. Ah, l'âge d'or d'Hollywood. I wanna be loved by you. D'un point de vue psychiatrique, nous pouvons distinguer deux sortes d'individus dangereux pour la société. Le psychopathe et le psychotique. Lui, c'est le psychopathe, et lui, le psychotique. Le psychopathe, le psychotique. Psychopathe, psychotique. Psychopathe, psychotique. Psychopathe, psychotique. Dimanche soir sur France 2, qui est le plus dangereux? Le tueur en série ou le flic? Hier à Auteuil, après plus d'1 an et demi d'absence, c'était la rentrée de Didier Mescam, l'un de nos plus grands jockeys d'obstacles. Le 31 décembre 1995, lors d'une chute en course, il se fracture le tibia et le péroné. Un accident banal dans le métier, mais qui, d'opération en complication, va se transformer en un long cauchemar. C'est finalement en août dernier que Didier Mescam a pu reprendre l'entraînement. À 39 ans, son courage force l'admiration de la profession, car son retour sur les hippodromes était un challenge auquel bien peu croyaient. J'ai toujours dit que je reviendrai et que je reprendrai ma place. Et sa place est parmi les meilleures. Didier Mescam est de nouveau en selle et il n'est pas un obstacle près. Et voici les rapports du tiercé, quarté plus, quinté plus et 2 sur 4, disputés cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes. La rougeole, les oreillons et la rubéole ne sont pas des maladies bénignes. Rentrée difficile? En ce moment, il y a les 20 jours plus simples CTLM. 20 jours pour découvrir tous les crédits qui facilitent la rentrée. Appelez CTLM au 0800 116 116. المملكة النفط مراتب المسؤولية والشرف كلها بين يديك.
Bonsoir à tous. L'anticyclone est là sur l'Atlantique et il guette le moment où il va pouvoir réinstaller ses hautes pressions sur notre pays. Ce sera chose faite à partir de lundi avec le retour d'un temps très ensoleillé un peu partout en France. Encore faut-il se débarrasser de ce front qui n'en finit plus d'onduler sur notre pays. Alors il est en train de se décaler vers le sud-est et dans les heures à venir, vous allez le constater, il va perdre de son activité, il va se désagréger au contact des hautes pressions. Le problème, c'est que comme nous sommes en flux de nord-ouest, eh bien, un nouveau front arrive à partir de demain. Il vient d'Écosse et dès demain matin, on va le retrouver sur les côtes de la Manche et sur Nord-Bretagne avec peut-être quelques bruines au nord de la Seine. À l'avant, un ciel variable, localement de belles éclaircies, des Pays de Loire jusqu'à la Champagne aux Ardennes. Une tranche de ciel bien dégagée du Bordelais jusqu'au nord-est. Attention cependant à la présence de brumes, de brouillard le matin dans certaines vallées et un temps qui restera très gris. Ça, c'est notre front qui va s'étendre du sud-ouest jusqu'aux Alpes, autour de la Méditerranée. Pas de problème, le ciel sera bien dégagé avec des températures qui au lever du jour varieront entre 8 et 13 degrés sur la moitié nord, 12 à 19 degrés sur la moitié sud. L'évolution du temps pour l'après-midi avec la grisaille qui s'installe sur toute la moitié nord du pays. Localement, de timides éclaircies vont revenir. Une évolution orageuse sur les Pyrénées et sur les Alpes. Ailleurs, du soleil et des températures en légère hausse, comprises entre 19 et 21 degrés au nord, 22 à 28 degrés au sud. Voici l'éphéméride. Nous serons demain le dimanche 7 septembre et nous fêterons les reines. Le soleil va se lever à 7h17 pour se coucher à 20h19. Excellente soirée sur France 2. Je vous retrouve demain soir. Demain matin, dans Thé au Café, ce sera Patrice Drevet. Merci, bonsoir et à demain. Bonsoir, bienvenue au second tirage du loto de ce samedi 6 septembre 1997. Le 25. Le 43. Le 3. Le 37. Le 41. Le 2. Numéro complémentaire, le 16. Pour ce second tirage du loto, les numéros gagnants sont 25, 43, 3, 37, 41, 2 et le 16. N'oubliez pas, mercredi prochain, super cagnotte de 30 millions de francs minimum. Très bonne soirée.
Après le journal de la nuit, l'âge d'or d'Hollywood. Avant d'aller vous coucher, on vous fait visiter l'industrie du rêve. I wanna be loved by you. D'un point de vue psychiatrique, nous pouvons distinguer deux sortes d'individus dangereux pour la société. Le psychopathe et le psychotique. Lui, c'est le psychopathe. Et lui, le psychotique. Le psychopathe, le psychotique. Psychopathe, psychotique. Psychopathe, psychotique. Psychopathe, psychotique. Dimanche soir sur France 2, qui est le plus dangereux? Le tueur en série ou le flic? Inoubliable Yves Montand, tout son talent sur vos écrans. Avec les éditions Atlas, la collection de ses plus grands films. Bicyclette. Un acteur percutant. J'ai envie de me battre. Avec qui? Avec moi. Qui ne cache pas ses sentiments. Quand on a commencé d'étrangler le chat, il faut le finir. Chez votre marchand de journaux, ses plus grands films en vidéo. Inoubliable Yves Montand. Cette semaine, le numéro 2, César et Rosalie, la vidéo et son livret, 39 francs. 39 francs, quel talent. Chez Citroën, au moins, les portes sont ouvertes. Profitez-en pour découvrir la nouvelle Citroën Xara et la gamme Saxo à partir de 50 900 francs. Avec Monnaie du Monde, les éditions Atlas ont rapporté pour vous des billets et des pièces authentiques des 4 coins du monde. Escudos du Mozambique, de vrais billets, de vraies pièces. Waouh, 1000 cruzados du Brésil. Monnaie du Monde, la collection pour voyager au cœur des monnaies. Cette semaine, le numéro 1, le billet de 500 tis du Pérou, la pièce de 1 cent de Jamaïque et le fascicule, 5 francs. Plus qu'une collection, c'est un trésor. Un numéro de téléphone sans nom ni adresse. Pour découvrir qui se cache derrière, tapez 3617 ANU, annuaire inversé par Minitel. Bonjour les parents. Bonjour. Aujourd'hui, c'est nouveau. Je vais vous parler de tout l'univers multimédia avec sa collection de CD-ROM et de fascicules. Tout l'univers multimédia interactif pour apprendre et progresser en vous amusant. De la préhistoire à l'espace, tout devient plus vivant, plus passionnant. Question, qui va offrir tout l'univers multimédia à ses enfants? Le premier CD-ROM et son fascicule, 49 francs seulement chez votre marchand de journaux, avec un classeur en cadeau. Et si vous donniez à vos yeux la télé de vos rêves? Canal Satellite. De la passion, avec à la carte 7 matchs de D1 chaque journée de championnat. Du jamais vu. Avec la F1 sur 7 canaux. Et bien sûr, Eurosport. Tous les regards sur l'actualité avec 4 chaînes info. En exclusivité satellite, Disney Channel. Et chaque jour, du spectacle avec 20 grands films sur 4 chaînes cinéma. Qui peut vous proposer 40 chaînes et services d'exception? Canal Satellite, le meilleur du numérique. La parabole est gratuite pour tout nouvel abonnement d'1 an à Canal Satellite. C'est vrai que c'est pas un lycée. Vraiment, il y a une bonne ambiance. J'ai quelquefois vraiment peur de ne plus être à la hauteur. Si je sèche, c'est parce que j'ai envie de m'aérer la tête. J'aurais pas beaucoup de problèmes pour trouver du travail. Je gagne ma vie, il faut que je fasse mes études. Qu'on n'aime pas, c'est un fait. Mais dire que c'est dégueulasse, non. Oui, il n'y en a pas dans le lycée, mais dans le métro, il y a ce qu'il faut. Plus que la violence, ce qui les gêne, c'est d'être étiqueté comme c'est violent. Deux grands reporters pour une collection, Jacques Cotta et Pascal Martin décodent les secrets de notre société. Par la petite porte, rentrez dimanche soir dans le secret des lycées. Madame, Monsieur, bonsoir. Lady Diana a rejoint sa légende. La princesse de Galles repose désormais sur une île à l'abri des regards au cœur du domaine familial d'Althorpe. Samedi matin, c'est avec beaucoup d'émotion et une grande dignité que les Britanniques ont rendu un dernier hommage à leur princesse. À défaut d'être royale, les obsèques de Lady Diana ont été grandioses. William Irigoyen. 2 millions de personnes, peut-être plus, pour rendre un ultime hommage à celle que les Britanniques appelaient leur reine de cœur. Après son hommage télévisé d'hier à Lady Diana, la reine a quitté Buckingham Palace pour s'incliner devant le cercueil enveloppé de l'étendard royal.
Un geste remarqué après la polémique sur le silence de la famille royale et son retrait dans la demeure écossaise de Balmoral. Oubliant le protocole, le prince Charles, ses deux enfants William et Harry, le duc d'Édimbourg ainsi que le frère de Diana ont ensuite accompagné le cercueil dans l'abbaye de Westminster. Pendant ce temps, et pour la première fois, le drapeau britannique était mis en berne sur le toit de Buckingham Palace. Goodbye, Rose. May you ever grow in our hearts. You were the greatest place to set where lives were torn apart. Goodbye, this road from a country lost without your soul, who missed the wings of your compassion more than you will ever know. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Elle n'a jamais compris pourquoi ses authentiques bonnes intentions étaient tournées en dérision par les médias, pourquoi il semblait chercher sa perte en permanence. C'est effarant. Ma seule et unique explication est que l'authentique bonté est considérée comme une menace à l'extrémité opposée du spectre moral. Nous respectons pleinement l'héritage dans lequel tes enfants sont nés et nous respecterons toujours leur rôle royal. Nous les y encouragerons. Le corps de Lady Diana a ensuite été emporté à Althorp Park, au manoir familial des Spencer, pour y être inhumé. Au passage du convoi mortuaire, ils ont été des milliers à lancer des fleurs pour accompagner l'ultime voyage de la Rose d'Angleterre. Après les obsèques de la princesse de Galles, la foule a tenu à rendre hommage aussi à Lodi Al-Fayed. Des dizaines d'anonymes se sont rendus sur sa tombe au cimetière de Brookwood à Woking. Ils ont déposé des fleurs et signé les registres de condoléances. Lodi Al-Fayed avait trouvé la mort aux côtés de la princesse dimanche dernier dans l'accident de voiture à Paris. Beaucoup d'émotions en Inde aussi après la mort de Mère Teresa. Le gouvernement indien a décrété un deuil national et décidé de lui organiser des obsèques d'État, obsèques qui auront lieu le 13 septembre. Les hommages continuent d'affluer du monde entier et à Calcutta, on se presse au siège des missionnaires de la charité pour saluer sa mémoire. Marc Maisonneuve. Ceux dont elle s'occupait, les plus pauvres d'entre les pauvres, l'avaient surnommée la sainte des bidonvilles. Le dévouement de Mère Teresa à leur égard semblait sans limite, sa mort en a fixé le terme. À 87 ans, la petite sœur albanaise incarnait le symbole de la bonté, et pas seulement pour les catholiques. Je suis vraiment déprimée et j'ai vraiment de la peine à cause de la mort de Mère Teresa. C'était une grande dame. Plus qu'un pays en deuil, c'est le sous-continent indien tout entier qui pendant 2 jours va pleurer. Celle qui nourrissait avec son ordre, les missionnaires de la charité, 500 000 familles chaque année. Celle qui accueillait 20 000 enfants dans les écoles, celle qui soignait 90 000 lépreux. Mais elle donnait plus à ceux qui l'ont connue et aux autres. Elle donnait l'espoir. À l'heure de rendre des comptes, car même les bons catholiques doivent le faire le jour de leur mort, Mère Teresa avait déjà imaginé ce qui allait se passer. Confession sur la télévision du Vatican avec le cardinal Laghi. Quand vous serez devant Saint-Pierre, que vous dira-t-il ? Il me reconnaîtra. Saint-Pierre alignera les 50 000 morts que je lui ai envoyés avec le billet d'entrée au paradis. Ce sera magnifique. Sûre d'une vie après la mort, Mère Teresa montre que rien ne compte si ce n'est l'espérance.
La violence continue en Algérie. 63 personnes ont été tuées dans le village de Beni Messous, à seulement 10 km d'Alger. Les meurtriers, des islamistes présumés, se seraient cachés dans les bois avant d'attaquer les villageois en pleine nuit. Le bilan de ce carnage est encore provisoire, mais il y aurait également de nombreux blessés. Jamais un tel massacre n'avait été perpétré aussi près de la capitale algérienne. Politique, 3 mois après la défaite aux législatives, l'UDF a clôturé ses journées parlementaires à Port-d'Albret dans les Landes. L'occasion pour François Léotard de critiquer le gouvernement en place, Jean-Baptiste Prédali. François Léotard et François Bayrou sont d'accord sur une chose, ils sont dans l'opposition. Alors aujourd'hui, ils en ont tiré les premières conclusions devant les parlementaires de l'UDF. Je ne voudrais pas que nous soyons le parti des mines embarrassées, grises, des mélancolies. Il ne s'agit pas seulement de faire bonne figure. À l'UDF, on a évoqué les raisons de la défaite aux dernières législatives, mais entre soi, en aparté. En public, la stratégie de la rentrée est simple, c'est feu sur le gouvernement. Et je suis, pour ma part, très sceptique sur les capacités de M. Jospin à être véritablement un homme d'État. C'est-à-dire faisant passer avant ses propres intérêts partisans l'intérêt de la communauté nationale. Et je dirais que depuis 3 mois, d'une certaine manière, nos pires inquiétudes sont en train de se réaliser. De l'affaire Air France au plan Aubry, le ton est à la critique. L'avantage, c'est de ne pas parler des équilibres internes à l'UDF, toujours délicats. François Léotard et François Bayrou ont préféré afficher leur entente et leur propre projet. D'ailleurs, pas une fois, ils n'ont cité Jacques Chirac. En Corse, la trêve semble compromise. Une gendarmerie au sud d'Ajaccio a été plastiquée par un commando de 5 hommes. Auparavant, ils ont pris en otage les 2 gendarmes qui revenaient d'une patrouille de routine avant de les relâcher. L'attentat a été revendiqué par un correspondant se réclamant du FLNC. Le FLNC a par ailleurs reconnu être l'auteur de l'explosion qui a endommagé les locaux de l'École nationale d'administration à Strasbourg. Sport, au championnat du monde d'aviron à Aiguebelette, en Savoie, les Français se sont distingués. Michel Andrieux et Jean-Christophe Rolland ont décroché l'or pour le 200 barreur. Et ce n'est peut-être pas fini, car 3 bateaux français sont en finale. Yann Lavoie. Les copains d'abord sur la Grand Mare des Canards, c'est toute l'équipe de France qui se met à l'eau pour féliciter Jean-Christophe Rolland et Michel Andrieux. C'est aux 1500 mètres que les 2 Français ont fourni leur effort pour terminer avec 4 secondes d'avance sur leur poursuivant. Un titre mondial, c'est la consécration pour cette paire médaillée de bronze à Atlanta, qui s'est formée il y a déjà 6 ans et dont on annonçait la prochaine séparation. Après cette médaille d'or, ce 200 barreur pourrait prolonger jusqu'à Sydney. Dans leur sillage, ils ont emmené le 400 barreur tricolore. Moncelet, Vectin, Bosquet et Fauché ont empoché la médaille d'argent loin derrière, c'est vrai, les Anglais, qui portaient aujourd'hui un crêpe noir en hommage à la princesse Diana. Leur capitaine emblématique, Grete Grève, a ainsi obtenu son 6e titre mondial. Enfin, il y a la grenobloise Bénédicte Luzuy, quasiment à domicile sur ce lac d'Aiguebelette, qui a obtenu la médaille d'argent du skiff poids léger. Des bras tricolores levés sur un podium, on pourrait y prendre goût. 6 bateaux seront en finale demain. Et en tennis, on apprend à l'instant que l'Australien Patrick Rafter, tête de série numéro 13, a rejoint le Britannique Greg Rusedski en finale de l'US Open de tennis en battant l'Américain Michael Chang 6-3, 6-3, 6-4 samedi à Flushing Meadow. Certains l'avaient surnommé la baguette la plus rapide de l'Ouest. Il était sans conteste le dernier représentant d'une lignée de très grands chefs d'orchestre. Sir Georg Scholti est décédé vendredi soir à Antibes à l'âge de 84 ans. D'origine hongroise, il avait quitté Budapest, sa ville natale, durant la Deuxième Guerre mondiale. Nous l'écoutons ici diriger l'Orchestre Philharmonique de Chicago dans un extrait d'Othello de Verdi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Nathalie Riouet. Je vous donne rendez-vous demain aux alentours de 23h50. Passez une très très bonne nuit.